à tous, c'est le Morning. Merci d'être avec nous en direct depuis Tel Aviv. On démarre cette édition par les grands titres. À la une de la presse régionale, c'est la revue de presse du Moyen-Orient. Cyril Amar, la visite de François Hollande s'achève ce mardi. L'atmosphère est toujours aussi chaleureuse, mais le président français à Ramallah hier également a tenu à rééquilibrer. Qu'en dit la presse ce matin ? Oui, on l'a vu, François Hollande est l'ami des Israéliens, mais c'est également celui des Palestiniens. C'est en substance le message qu'a voulu faire passer le chef d'État français à Ramallah lors de sa courte visite hier dans les territoires palestiniens. Alors sur cette image, publiée ce matin par le quotidien pro-gouvernemental palestinien Al-Quds, le geste est hautement symbolique. Le président de la République s'apprête à déposer une gerbe de fleurs au mausolée de l'ancien Raïs Yasser Arafat, et le journal palestinien de titrer à Ramallah: Hollande a appelé à la création d'un État palestinien viable et indépendant. Alors après ces accolades en Israël, le président français a appelé du haut de la tribune de la Knesset à geler la construction en Cisjordanie, souligne le Maariv. Rien d'étonnant, estime de son côté le Israël Hayom. Dans une tribune intitulée d'un François à l'autre, Boaz Bismuth estime que le président de la République n'a fait qu'être fidèle à la politique étrangère de la France sur le conflit israélo-palestinien, une politique instaurée par l'ex-président François Mitterrand, un autre donc, lors de son discours historique à la Knesset. C'était en 1982. De quoi inspirer, vous le voyez, l'archiviste du journal qui, dans les colonnes, publie la photo du chic français. En nœud de pape, François Mitterrand et le président israélien Chaim Herzog lèvent un verre à l'amitié franco-israélienne. C'était en octobre 1988. Alors France, Français, François, les trois sont à l'honneur dans ce billet d'humeur de Ben Dror Yemini ce matin dans le Maariv. Vive le François, écrit l'éditorialiste. Oui, vive le François, car François Hollande est un ami et les Israéliens devraient l'écouter lorsqu'il appelle à mettre fin à la colonisation. Nous avons suffisamment d'ennemis dans le monde pour ne pas écouter nos amis, et tous, de Merkel à Hollande, en passant par Obama, tous nous recommandent vivement de cesser de construire dans les territoires. Le quotidien de gauche, Haaretz, lui, invite ses lecteurs ce matin à évaluer l'amitié franco-israélienne à sa juste valeur. Même si les croissants auront placé cette semaine les feuilletés orientaux à la présidence du Conseil israélien, écrit le journal, il faut tout de même relativiser l'importance de cette amitié renouvelée. Certes, la France est l'ami d'Israël, tout comme les François Hollande, mais ce n'est pas Paris qui offre une aide sécuritaire à Israël de plusieurs milliards de dollars. Non, ce n'est pas Paris qui oppose son veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour défendre Israël. Non, ce n'est pas Paris. Ce n'est pas Paris, c'est Washington. Et les négociations sur le nucléaire iranien reprendront demain à Genève entre l'Iran et les 5+1 en Israël. Les médias s'annoncent à l'imminence de la signature d'un accord. Oui, les journaux israéliens estiment qu'un accord avec l'Iran est tout proche, il est imminent. Il pourrait même être signé dès demain, selon le quotidien à grand tirage Yediot Ahronoth. Il n'y a guère d'illusions, donc la question n'est pas de savoir s'il y aura un accord, mais quels en seront les contours, titre le quotidien à grand tirage, qui considère que le marché est un fait accompli, mais qu'Israël espère encore en influencer la teneur. Tout autre son de cloche chez nos confrères du Israël Hayom. Israël, nous dit le journal, va se battre jusqu'au dernier moment. C'est le titre donc en une du journal proche du pouvoir, et pour l'éditorialiste vedette de ce journal, Dan Margalit, Israël n'a plus rien à perdre. Netanyahou va jouer cette semaine son va-tout et tenter de renverser la tendance pour torpiller un accord de compromis avec l'Iran. Avec le départ de François Hollande, c'est une première partie de semaine réussie qui s'achève pour Binyamin Netanyahou. La seconde, elle, risque d'être plus difficile. Le Premier ministre israélien s'envolera pour Moscou pour rencontrer Poutine, et même s'il sait que la Russie n'a pas l'intention de freiner l'Iran dans sa course à la bombe, eh bien il tentera néanmoins de le convaincre en lui rappelant que l'Égypte sunnite, que Moscou tente de séduire, est elle aussi opposée à un Iran nucléaire. Voilà, un dossier que nous suivrons évidemment sur i24 News. Merci beaucoup, Cyril. Tout à l'heure. Et on revient sur le temps fort politique de la visite de François Hollande en Israël. C'était évidemment ce discours très attendu à la Knesset hier en fin de journée. On en parle ce matin avec Nissim Zvili. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Vous étiez hier à la Knesset, mais également au dîner d'État qui a suivi. Le mot d'ordre, la convivialité ? Oui, je dirais que oui, il y a une très bonne ambiance. J'ai entendu, je crois, 7 ou 8 discours. Tous les discours étaient assez bien, c'était très équilibré, chacun essayait d'être plus responsable l'un que l'autre. Ils ont cherché un nouvel équilibre dans les relations entre la France et Israël. Mais ce que je ne comprends pas, c'est dans l'opinion publique israélienne, c'est la surprise. De quoi on est surpris?
les positions de la France dans sa politique internationale n'ont pas changé, au moins pendant la dernière décennie. C'est Chirac qui avait déjà décidé qu'il est contre la nucléarisation de l'Iran. Et ça a été toujours la politique de la France. Je me rappelle quand j'étais ambassadeur, c'était les positions de base de Chirac et de son ministre des Affaires étrangères, Dominique Villepin. Et que ça continuait. La France a été toujours, bien avant les États-Unis et les autres pays d'Europe, contre la nucléarisation de l'Iran. Il faut le savoir. Je me rappelle qu'au début, c'était les Allemands qui avaient hésité, parce que c'était l'Allemagne qui avait des relations très proches avec l'Iran. 75% de l'énergie arrivait de l'Iran, du pétrole iranien. Et je me rappelle qu'il y a eu un débat au sein de l'Europe. Est-ce que vraiment c'est le rôle de l'Europe de jouer, de se mêler de cette décision du gouvernement iranien? Et on n'a pas été surpris aussi sur le sujet palestinien. Dites-vous sur les positions françaises. Il y a eu une surprise. Laquelle? Je crois que c'est la première fois qu'un président français, je crois, je ne suis pas sûr, a utilisé l'expression colonisation en parlant des territoires. Je me rappelle qu'une fois, je crois que c'était Dominique de Villepin qui l'a utilisé, Sharon, il s'est révolté, il était Premier ministre. Il a dit, vous ne pouvez pas comparer l'Algérie française au territoire de la Cisjordanie. Voilà, le mot colonisation a peut-être choqué, mais pas de surprise sur les positions françaises qui sont restées somme toute classiques. La surprise peut-être hier à la Knesset, elle est venue de Binyamin Netanyahou, qui a appelé Mahmoud Abbas à se rendre lui aussi à la Knesset à Jérusalem. Je vous propose, Nissim Vili, d'écouter à ce sujet le Premier ministre israélien. On en parle juste après. Ici même, j'ai répété à plusieurs reprises que je soutiens la solution de 2 États pour 2 peuples, et ce, dans le cadre d'une paix réelle et de la fin du conflit. Le tout accompagné d'accords sécuritaires fiables pour Israël. Ce ne sont pas tous les membres de ce Parlement qui soutiennent cette position, mais je suis sûr d'une chose, la majorité est unie. Mais pour que la paix soit réelle, elle doit être bilatérale. On ne peut pas demander aux Juifs de reconnaître l'État national palestinien sans demander aux Palestiniens de reconnaître l'État du peuple juif. Il y a quelques heures, vous avez rencontré Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Je l'appelle aujourd'hui. Sortons de l'impasse. Venez ici, au Parlement israélien, et moi, j'irai à Ramallah. C'est un effet de style, c'est une formule choc pour Binyamin Netanyahou, ou il y a là une sincérité? D'abord, j'espère qu'il est sincère. Mais deuxièmement, il est Premier ministre, il a été ministre des Affaires étrangères, il sait très bien que pour arriver à la Knesset, c'est préparé des mois en avant par des négociations qui ont déjà abouti à un résultat quelconque. On n'invite pas un président d'une autorité, de l'autorité palestinienne. Sadat n'est pas arrivé par miracle à la Knesset de Jérusalem. Il y avait déjà des décisions, il y avait déjà une préparation très profonde. Si vraiment on est en train on est bloqué dans les négociations, il n'y a aucune raison au monde d'amener Mahmoud Abbas. Non, l'inviter, on peut toujours. Je suis sûr que Mahmoud Abbas est déjà plusieurs fois à Jérusalem, il a rencontré tous les hommes politiques, mais quand le processus patauge sur place, il ne bouge pas. On est dans une impasse depuis quelques mois, on n'avance pas. Alors vraiment, on ne peut pas amener... Pourtant, il redit sans complexe que les Palestiniens doivent reconnaître ce lien historique qui existe entre le peuple juif et la terre d'Israël. Est-ce qu'il est allé trop loin pour convaincre François Hollande de sa bonne volonté? Non, je ne crois pas qu'il est allé trop loin. Je crois qu'il y a des préconditions que nous, on essaye d'éviter. Et quand on commence des négociations sur deux éléments, vous vous rappelez, la dernière fois, je crois qu'on s'est posé la question sur la présence militaire dans la vallée du Jourdain. C'est vraiment stupide de bloquer un processus sur cette présence militaire qui a aujourd'hui aucune signification. C'est rien. La reconnaissance de l'État juif comme principe peut bloquer des négociations. Ici, il a un point intéressant. Je crois qu'il faudra trouver une formule qui permettra de résoudre ce sujet, parce que je crois que c'est nécessaire que les Palestiniens et le monde arabe reconnaissent l'État d'Israël comme l'État du peuple. Et la France François Hollande ne l'a pas évoqué, ce principe, dans son discours. Sarkozy ne l'avait pas évoqué non plus. Je crois que ce n'est pas la seule chose que Hollande et Sarkozy n'ont pas évoqué.
Il y a encore, vous savez, maints éléments qu'on doit encore discuter. Mais je crois que ce qu'il manque, c'est vraiment une sincérité dans ce... Personne ne croit à ce processus. J'entends les ministres, j'écoute la droite, j'écoute les partis religieux, ils ne croient pas vraiment. On a le sentiment qu'on négocie sans y croire. Et quand on ne croit pas à quelque chose, quand on n'est pas capable de prendre des décisions historiques, quand tu es contre ton idéologie et ta croyance, c'est très difficile à avancer. Peut-être c'est des deux côtés. Je ne sais pas exactement quel est l'état d'esprit chez les Palestiniens. Mais ce que je ressens des relations qu'on a avec les Palestiniens, c'est qu'il y a une majorité croissante au sein des Palestiniens qui disent « Ok, nous on a la patience. On attend une génération, 2 générations. Et ça deviendra un État binational. » Et après, ce qu'on va demander, c'est le droit de vote. C'est une démocratie. On ne va pas demander un État palestinien. Et c'est ça le plus dangereux dans ces processus. Les Arabes ont toujours eu énormément de patience. Eux, ils croient à la terre, ils croient à la présence. Ils savent que pour les prochaines générations, pour les prochains siècles... Et ça, c'est une réelle menace pour Israël, c'est un réel danger. Une très grande menace. C'est ça le vrai danger. Alors François Hollande, qui était à Ramallah hier, a appelé les Palestiniens à un effort de réalisme dans ces négociations. Je vous propose qu'on l'écoute hier à la tribune de la Knesset sur la question. La position de la France est connue. C'est un règlement négocié pour que l'État d'Israël et l'État de Palestine, ayant tous deux Jérusalem pour capitale, puissent coexister en paix et en sécurité. 2 États pour 2 peuples. Tel est le constant message pour un règlement final. Mais un règlement final veut dire en terminer avec toutes les revendications. Vous avez vu les réactions ? Le visage de Benyamin Netanyahou? Non, le visage de Lieberman et le visage de Uri Ariel. C'est ça le problème. C'est ça, ça veut dire il faut savoir qu'il y a une majorité dans ce gouvernement qui est contre la politique de Benyamin Netanyahou, même si lui, il est sincère. Il est minoritaire dans son parti et il est minoritaire dans ce gouvernement. Ça veut dire qu'il a des très grandes difficultés d'avancer. Mais il y a un sujet que, si vous me permettez, moi, j'aime pas cette euphorie. Vraiment, j'aime pas l'euphorie autour de la visite de François Hollande. Parce que moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est le jour après l'euphorie. On a une tendance chez nous, dans l'opinion publique, dans les hommes politiques, de faire des amis, de se faire des ennemis du jour au lendemain. Quand il y a un pays qui soutient une position israélienne, comme si la France l'a fait pour soutenir la position israélienne. Non, c'est l'intérêt, oui. C'est la politique de la France, c'est l'intérêt de la France, c'est l'intérêt de l'Europe. C'est un enthousiasme exagéré. On peut avoir des divergences. Et on ne peut pas traiter les États-Unis aujourd'hui comme on les traite. On ne peut pas le faire de cette façon ouvertement. Ce n'est pas un ami qui est aux côtés d'Israël aujourd'hui et demain il va disparaître. Les États-Unis n'ont pas disparu dans la période la plus difficile. Et la France nous a soutenus dans les périodes les plus difficiles. Et quand il y a eu des divergences, ils sont devenus nos ennemis. Maintenant, le secrétaire d'État Kerry est devenu le grand ennemi de l'État d'Israël. Mais c'est stupide, ça. C'est pas une politique internationale. C'est pas une position de l'opinion publique qui bouge d'un côté à l'autre. Est-ce qu'on peut renoncer vraiment à l'amitié et au soutien des États-Unis parce qu'ils ont une position différente de nous sur l'Iran? Et ils ont raison dans ce cas. Ça veut dire qu'ils ont raison parce qu'ils ont prouvé qu'on peut résoudre le plus grand danger pour l'État d'Israël du côté de la Syrie, c'était les armes chimiques. Ils sont arrivés à un accord qui vont neutraliser les armes chimiques en Syrie sans une seule balle. Israël ne compte plus sur les États-Unis aujourd'hui pour le sauver de cette menace iranienne? Je crois qu'il y a une possibilité. Ça veut dire que Benyamin Netanyahou a raison de dire qu'il faut une preuve tangible de la communauté internationale, qu'elle est prête à une intervention militaire pour mettre suffisamment de pression sur l'Iran pour changer sa politique. Mais en fin de compte, le changement de politique en Iran est dû à sa situation économique et à la révolte presque de son peuple. La France va jouer un rôle demain dans ces pourparlers qui reprennent à Genève. Fort de cet enthousiasme israélien, la France va rester tenace? Elle va jouer un rôle, mais ce n'est pas elle qui va bloquer un deal. Elle ne va pas le faire. Elle ne va pas le faire. Je crois que François Hollande l'a dit très clairement, qu'on est pour un deal qui soit qu'on peut mieux le ressentir, qui soit plus sûr, soit plus sécurisé du côté de l'Iran. Mais je ne crois pas que la France a intérêt à bloquer un accord historique entre l'Iran
et les puissances mondiales. Alors, un mot de conclusion pour cette visite. Vous dites pas d'euphorie, on est dans la continuité, dans la pure tradition française. La France n'a pas changé ses positions traditionnelles. Non, pas du tout. Ça, c'est clair. Je le connaissais dans depuis le style longtemps. Non plus. Ça veut dire. Ah oui, le style il n'était pas Hollande. C'était un style nouveau. Peut-être c'est à cause des problèmes qu'il a en France, alors il doit chercher quelque chose de plus chaleureux. Mais c'était vraiment un nouveau Hollande qui a reçu une carrure. Il fonctionne très bien au niveau international. Ses problèmes en France, ça va c'est une l'aider autre chose. Pour sa cote de popularité au plus bas en France. Je ne suis pas convaincu. Je suis pas convaincu que les Français vraiment s'intéressent à ce qui se passe aujourd'hui dans notre région. Je crois qu'ils s'intéressent beaucoup plus à leur avenir. Merci beaucoup Nissim Zvili d'avoir été avec nous ce matin. À suivre au 3e jour de cette visite présidentielle, l'accent sera mis aujourd'hui sur l'innovation, haute technologie, énergie verte, télécommunications. La France part aujourd'hui à la rencontre de la Silicon Valley israélienne. On en reparle juste après un nouveau journal. Restez avec nous. C'est le Morning, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous sommes en direct depuis Tel Aviv et on poursuit avec les grands titres de la presse internationale. Rebecca Benamou, revue de presse particulière aujourd'hui, entièrement consacrée à la visite de François Hollande en Israël. Alors comment cette visite est-elle perçue dans la presse française ce matin ? Écoutez Barbara, on va commencer par le quotidien Le Monde, pour qui cette visite marque les débuts timides du président français au Proche-Orient. Alors, une performance qui est décrite comme prévisible et qui s'inscrit dans le sillage de celle de ses prédécesseurs, mais au lieu de se concentrer véritablement sur la performance du président, l'article parle plutôt de sa vision de la région. Alors, le journaliste explique que le président est plus connu pour son tropisme algérien ou arménien et qu'il n'a jamais véritablement été intéressé par la région du Proche-Orient en tant que telle, même quand il était premier secrétaire du Parti socialiste entre 1997 et 2008. Alors, une source anonyme révèle néanmoins qu'il a toujours eu une vraie sympathie pour la cause palestinienne et qu'il ne portait pas toujours dans son cœur les travaillistes israéliens quand il les rencontrait lors de l'internationale socialiste. Alors au fond, l'article décrit le président comme un bon mitterrandien. Il faut se rappeler qu'en 1982, Mitterrand avait été le premier chef d'État occidental à se prononcer en faveur de la création d'un État palestinien, mais, il faut le préciser, sans parler de colonisation, d'occupation ou même d'évacuation de territoires occupés. Donc bref, oui à un État palestinien, mais sans une ligne véritablement définie pour y parvenir. Le quotidien conclut sur un message plutôt univoque. Cette visite était écrite d'avance car Israël n'avait qu'une chose en tête à la veille des négociations de Genève, l'Iran et rien d'autre que l'Iran. Voilà, pas de surprise, c'est le mot qu'ont tous les commentateurs à la bouche ce matin, en Israël également. On passe maintenant au Figaro qui se concentre, lui, sur le discours à la Knesset du président français hier. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'après les timides avancées décrites par le journal Le Monde, le Figaro présente plutôt le président français comme le véritable champion de la paix aujourd'hui. Alors, le discours, selon le quotidien, est une réussite, mais les propos n'ont rien de révolutionnaire. François Hollande reprend les 3 grands piliers de la position française au Proche-Orient, à savoir que le statu quo, 1, il n'est pas tenable. 2, la colonisation doit cesser car elle compromet la création d'un État palestinien. Et enfin 3, le partage de Jérusalem comme capitale. Alors sur cette question du processus de paix, le quotidien raconte que seuls les députés de gauche et arabes israéliens ont applaudi le président. Néanmoins, le président a largement remporté l'adhésion du Parlement sur la question du renforcement de la sécurité des Juifs de France et bien entendu sur la question du programme nucléaire iranien. Par ailleurs, on peut dire que le président a aussi joué la carte du développement économique et a encouragé à investir en Cisjordanie. Il invite les investisseurs, je cite, à cesser de se représenter la Palestine comme un endroit sous-développé. Voilà, et des appels à l'amitié également entre les deux pays pour François Hollande hier à la Knesset. On termine cette revue de presse particulière par l'analyse du Parisien.
Exactement. Alors pour le Parisien, il y a deux choses. La première, c'est qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur cette nouvelle pseudo-lune de miel des relations franco-israéliennes. C'est en jouant les faucons sur l'Iran que le président français s'est véritablement attiré les sympathies des députés israéliens. Mais sur la question du processus de paix israélo-palestinien, François Hollande n'a pas réellement inventé la poudre. Le Quotidien parle même de service minimal. Contrairement à ses prédécesseurs, le président français s'est rendu sur la tombe de Yasser Arafat, ce que n'avait pas fait Nicolas Sarkozy en 2008. En revanche, le Quotidien finit sur une petite anecdote assez amusante. Les 5 ministres qui accompagnaient François Hollande avaient rendez-vous avec leurs homologues israéliens qui leur ont bel et bien posé un lapin, Barbara. Alors, la délégation ministérielle s'est retrouvée dans les salons du King David, de l'hôtel King David à Jérusalem, où seulement le ministre israélien des Transports s'est présenté en compagnie de deux sous-ministres. Alors hier, la presse israélienne affirmait qu'une fois averti de la situation, Benjamin Netanyahou a piqué une colère noire. Un incident qualifié par la presse de comportement digne d'un pays du tiers-monde et de manque de respect envers la délégation ministérielle. C'est l'incident diplomatique de cette visite. On y reviendra tout à l'heure avec notre analyste politique. Merci beaucoup, Rebecca. À demain. Nous sommes le mardi 19 novembre, vous êtes sur i24 News. Voici les grands titres de l'actualité du jour. 30 minutes d'un discours chaleureux, ponctué d'applaudissements devant un parlement israélien plein à craquer. Le président français était hier à la tribune de la Knesset. François Hollande a répété que la France ne permettra pas à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Sur le dossier israélo-palestinien, il a redit la position française, une solution à 2 États, avec Jérusalem comme double capitale. Et de son côté, le Premier ministre israélien a lancé lui aussi depuis la tribune de la Knesset un appel au président palestinien. Brisons la glace et venez ici à la Knesset, à Jérusalem. Je viendrai à Ramallah, c'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou, qui a également demandé à Mahmoud Abbas de reconnaître le lien historique entre le peuple juif et la terre d'Israël, seul moyen selon lui d'obtenir un accord de paix. Et puis à la veille de la reprise des négociations sur le nucléaire iranien à Genève, la tension monte parmi les principaux pays concernés. John Kerry a annoncé qu'il reportait sa visite prévue en Israël vendredi, tout en rappelant qu'il comprenait les inquiétudes d'Israël, mais que Benjamin Netanyahou se trompe sur la question. De son côté, Vladimir Poutine a évoqué une chance réelle de résoudre le dossier, mais le président iranien a quelque peu refroidi les ardeurs en indiquant que les demandes excessives peuvent compliquer la conclusion d'un accord. Et puis le chiffre à retenir ce matin, 35 milliards de tonnes. C'est un triste record, il s'agit des émissions de CO2, une nouvelle hausse dangereuse due à la consommation de charbon. Ces chiffres publiés aujourd'hui ne prennent pas en compte la déforestation. En l'incluant, ces émissions s'élèveraient à 39 milliards de tonnes. Et puis l'image de ce mardi, c'est l'incroyable chasse à l'homme à Paris qui continue. Un appel à témoins a été lancé. Une photo du suspect prise par une caméra de surveillance a été diffusée. L'homme, je vous le rappelle, qui a tiré lundi dans les locaux du journal Libération, blessant un homme grièvement et au pied du siège de la Société Générale à La Défense, est toujours traqué par la police. Le pronostic vital de la victime, lui, est encore engagé. Et on vient à la visite de François Hollande. Dernier jour aujourd'hui, placé sous le signe de l'innovation. La percée spectaculaire du high-tech israélien est au cœur donc du volet économique de la visite de François Hollande. Témoin de cet intérêt, le président participe aujourd'hui à une journée de l'innovation organisée à Tel Aviv. Anthony Lesme a rencontré pour nous quelques chefs d'entreprise français très inspirés par la Silicon Valley israélienne. Et on en parle juste après avec un des membres de la délégation française. Seulement 11e partenaire économique d'Israël derrière l'Italie et l'Allemagne, la France souhaite développer un partenariat plus solide avec l'État hébreu. Lors de cette table ronde organisée par le MEDEF International, ils sont plus de 40 entrepreneurs français à avoir fait le déplacement en Israël, dans le partenaire historique Dassault. Je vous l'ai dit, la technologie c'est le futur. Le futur, c'est toutes les magnifiques sociétés d'Internet que vous développez dans les nouvelles technologies. Et puis, c'est également notre magnifique société Dassault Systèmes qui a maintenant des bureaux à Tel Aviv et des nouveaux clients parmi les plus grandes sociétés israéliennes. La France, en crise, cherche aussi de la matière grise pour relancer son économie. Alcatel, EDF, Orange ont déjà créé des sections recherche et développement en Israël
la liste pourrait s'allonger. On pense qu'Israël est pour nous une terre d'opportunités assez intéressante pour tout ce qui concerne la recherche et le développement. Nous, tout ce qui concerne la data est quelque chose d'extrêmement clé dans nos recherches aujourd'hui. Donc, sans trahir de secret, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, la data est l'une des principales sources de recherche pour un groupe comme Havas actuellement. Israël n'est plus un partenaire stratégique depuis 1967, mais assiste-t-on aujourd'hui à un changement de mentalité? L'ère du boycott est terminée et c'est ce que beaucoup de compagnies ont compris et c'est pourquoi nous voyons une présence internationale aussi forte en Israël ces jours-ci qu'on ne voyait pas dans le passé. Et nous aimerions voir plus d'entreprises françaises qui évitaient de venir par le passé. Et encore une fois, on peut à la fois travailler avec le Qatar et avec Israël. Premier signe fructueux pour l'avenir, la SNCF et Railway, la société de fer israélienne, ont annoncé un accord majeur de coopération dimanche soir. Et de cette coopération économique en devenir, on en parle avec Benoît Thuelin. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes fondateur et directeur de l'agence digitale La NetSquad et président du Conseil national du numérique en France. Vous faites partie de la délégation que François Hollande a emmenée dans ses bagages. Est-ce qu'Israël vous a surpris ? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que vous savez que pour les geeks, ou en tout cas pour les gens du numérique dont je suis, ça fait déjà pas mal de temps en fait qu'Israël est un peu un mythe. La Startup Nation, c'est quelque chose dont on commence un peu à parler dans le grand public. Chez les gens qui s'y intéressent depuis déjà quelques années, c'est pas tout à fait nouveau. Cela dit, le fait de venir, de rencontrer des universitaires, des chercheurs, des chefs d'entreprise, des créateurs de start-up, on voit bien qu'il se passe quelque chose en Israël depuis quelques années. Et forcément, en tout cas pour les gens qui s'intéressent au numérique, c'est intéressant de venir voir de manière plus concrète. La France souhaite s'implanter plus sérieusement dans cette Silicon Valley israélienne ? Oui, vous savez, c'est peut-être quelque chose qui est méconnu parce que vous en parliez tout à l'heure dans votre journal. La France est un pays qui est en crise, l'Europe va pas forcément extrêmement bien en ce moment, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt d'une certaine manière parce que dans le numérique, la France est plutôt bonne. On a beaucoup de start-up. Criteo vient de lever plus d'1 milliard au Nasdaq. Vous avez quand même tout un écosystème en Europe continentale qui est très fortement implanté à Paris. Paris est probablement un des clusters les plus dynamiques d'Europe continentale. Et donc forcément pour nous, c'est intéressant de venir en Israël, qui est vraiment la Silicon Valley de la région. C'est un modèle pour vous, cette Silicon Valley israélienne ? Il faut s'en inspirer en France ? Bien sûr, il y a des tas de choses qui sont vraiment intéressantes. En particulier, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la manière dont vous avez réinvesti depuis maintenant une quinzaine d'années dans l'éducation, et en particulier dans l'éducation dans les disciplines scientifiques, techniques, technologiques. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'inspire beaucoup. Et je trouve que la France devrait mettre davantage le paquet, et peut-être d'une certaine manière renouer un peu avec ses traditions. Vous savez, la France, c'est le pays d'Eiffel, de Jules Verne aussi, et d'une certaine manière, on s'est peut-être un peu éloigné de ça, et donc je pense qu'il y a un petit peu... Qu'est-ce qui a été perdu sur ce terrain-là en France ? Je sais pas, je pense qu'il y a eu à un moment donné peut-être un rapport à la technologie un peu plus méfiant, et puis la France est un pays en ce moment qui a peut-être un peu moins confiance en lui qu'il y a quelques années, et donc de revenir ici où on voit une jeunesse, un enthousiasme, un dynamisme aussi, c'est très inspirant, ça donne envie d'une certaine manière de renouer un peu avec ça en France. Donc, ce dont on parle beaucoup dans l'innovation israélienne, c'est la culture, la mentalité, l'enthousiasme de tous ces jeunes chefs d'entreprise. Est-ce que la culture et la mentalité française est prête à ça aujourd'hui ? Vous savez, je crois que c'est une question de génération pour beaucoup. La mienne en tout cas, et une grande partie de la jeunesse française. Vous savez que la France, c'est probablement démographiquement le pays le plus dynamique d'Europe aujourd'hui. Moi, je vois la société française très connectée. Vous avez un marché très dynamique, vous avez la connexion Internet est probablement une des plus rapides et une des moins chères d'Europe. Vous avez énormément de start-up qui se créent en France, mais c'est vrai qu'on a une génération au pouvoir, dans tous les sens du terme, politique, mais pas simplement, aussi économique. Les grands groupes français sont encore pilotés par une vieille génération et qui laissent peut-être pas suffisamment la place à cette jeune génération d'émerger et de prendre le pouvoir d'une certaine manière. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'elle a déjà pris le pouvoir et ça donne envie de faire un peu la même chose. Voilà, en Israël, il faut le rappeler, 5% du PIB, c'est ce qui est attitré à la recherche et au développement. Tel Aviv seul, c'est 700 startups, 1200 entreprises technologiques. Recherche et développement, augmenter ces budgets-là en France, c'est nécessaire aujourd'hui. Oui, je le pense, et encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup une question de mentalité. Encore une fois, la France, elle a souvent énormément pensé aux grands groupes,
et c'est fait partie aussi de ces belles traditions. Qui sont présents en Israël également lors de ce voyage. Absolument. Mais on voit moins en fait émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs qui sont d'une certaine manière différents. Les PME, dites-vous. Exactement. Moi, je pense qu'il y a un énorme sujet en France sur le soutien aux PME. La France a une grande tradition colbertiste de soutien aux grands champions. Je dis pas qu'il faut pas continuer de le faire, mais il faut peut-être se préoccuper davantage de faire émerger comme ça une vague d'innovation qu'on voit arriver. Et quand vous regardez au début du XXe siècle, dans les années 50 et 60, la France a énormément innové. Elle a inventé beaucoup de choses, énormément de brevets. Et je crois qu'on est plutôt dans un nouveau cycle. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Et c'est vrai qu'ici, d'une certaine manière, et c'est pour ça que moi j'étais content de voir des ministres, de voir des chefs de grandes entreprises françaises, voir ici, et d'une certaine manière prendre un peu une claque sur ce que c'est que la nouvelle innovation. Et encore une fois, le numérique aujourd'hui s'instille dans tous les domaines, y compris dans l'industrie, y compris dans la santé. Et donc je pense que ça leur fait du bien. Moi, d'une certaine manière, je buvais un petit peu du petit lait, parce que c'est des choses dont je suis convaincu depuis déjà pas mal de temps. Alors aujourd'hui, c'est la journée de l'innovation. Hein. Vous allez faire partie de tout un programme chargé. Vous allez vous rendre à l'université de Tel Aviv. Notamment, il faut attendre quoi? Des contrats signés entre des entreprises israéliennes et françaises? Peut-être des contrats, mais je dirais de manière peut-être plus de long terme et peut-être plus structurelle. D'abord des connexions, vous savez, je fais partie du monde numérique. La connexion, les valeurs de coopération, de partage sont quelque chose qui sont très structurelles en fait dans le monde de l'Internet. Donc je pense qu'avant tout, c'est une histoire humaine. C'est une histoire de rencontres, d'opportunités, de commencer à jeter et comme ça des liens de part et d'autre de la Méditerranée entre la France et Israël. Et je pense qu'effectivement, commence à se nouer. C'est la 2e édition, il y en a déjà eu une l'année dernière. Pour moi, c'est effectivement le fait de commencer à se rapprocher et puis d'essayer de... C'est le marché international ou c'est le marché restreint israélien qui vous intéresse? Non, je pense pas. Je pense qu'Israël est beaucoup plus un laboratoire qu'un marché. Je pense qu'en revanche, il y a déjà beaucoup de coopération, mais il faut essayer de resserrer les liens. C'est intéressant et vous savez, aujourd'hui, l'Europe est en crise. S'il y a bien une voie de sortie de cette crise, c'est l'innovation. Et moi, je ne fais que marteler dans mon propre pays. Il faut innover, réinventer les business models. On est dans une vague de transformation extrêmement puissante, alors qui peut effectivement faire peur parfois. Pour moi, elle est aussi évidemment porteuse de nouveaux modèles, et je pense que c'est ça qu'on a envie d'encourager. Et ce Digital Day, il est là en fait pour, encore une fois, resserrer les liens, et puis probablement que dans les années qui viennent, il y aura des contrats, mais surtout, encore une fois, c'est une histoire de rapprochement. Et de rencontres entre Israéliens et Français. Merci beaucoup, Benoît Thiolien, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à suivre, nous serons en direct à Givat Shaoul, où le président Hollande est en ce moment pour rendre hommage aux victimes de Mohamed Merah, tué, on s'en souvient, il y a plus d'1 an à l'école juive de Toulouse. Nous serons sur place juste après un nouveau journal. Restez avec nous. C'est le morning, merci d'être avec nous sur i24 News. Troisième et dernier jour de visite pour François Hollande en Israël. Ils seront actuellement au cimetière de Givat Shaoul à Jérusalem, le plus grand cimetière de la ville, pour rendre hommage aux victimes de la tuerie de Toulouse. Daniel Haïk est pour nous sur place. Bonjour Daniel, vous me recevez ? Oui, bonjour Barbara. Alors, est-ce que la délégation de François Hollande est arrivée sur place ? Oui, effectivement, le président Hollande est déjà sur place depuis quelques minutes. Il doit se recueillir devant les tombes des 4 victimes de la tuerie de Toulouse du 19 mars 2012. Le rabbin Jonathan Sandler, ses 2 enfants, Arié et Gabriel, et puis la petite Myriam Monsonego. Il se recueille avec les parents, avec Samuel Sandler, qui est le père du rabbin Sandler, et avec Yaakov Monsonego, le rabbin Yaakov Monsonego, le directeur de l'école d'Otsar HaTorah, qui a perdu donc sa fille Myriam Monsonego. Alors, c'est un geste fort du président Hollande qui s'inscrit dans la lutte que mène la France contre l'antisémitisme. Est-ce que les responsables de la communauté juive française estiment que le président en fait assez sur ce dossier ?
Eh bien, écoutez, d'abord, il faut souligner que les responsables de la communauté sont présents. Il y a le président des consistoires, Joël Mergui, et le président de la communauté juive de Toulouse, Aryeh Ben Semoun, qui sont sur place, à côté du président de la République et des familles endeuillées. Bien sûr, si l'on parle aux responsables de la communauté, depuis un an, depuis que François Hollande a été élu et depuis même le drame de Toulouse, il est clair que François Hollande a fait ce qu'il fallait faire. Il s'est manifesté, il s'est mobilisé. Il a toujours affirmé sa volonté de lutter contre l'antisémitisme. Il l'a répété hier à la Knesset, lutter de toutes ses forces contre cette abjection, a dit François Hollande. Donc le président Hollande a fait, on peut dire, un sans faute du point de vue de la communauté. Il a été à Toulouse il y a quelques mois avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Il a été toujours présent et d'une certaine manière la communauté lui en est gré d'avoir voulu exprimer à chaque fois cette volonté de lutter fermement contre l'antisémitisme. Est-ce qu'on sait, Daniel, si ce sujet a été abordé par Binyamin Netanyahou lui-même ou les ministres israéliens? Est-ce qu'il a été demandé à François Hollande de continuer à travailler sur le dossier? Oui, bien entendu. Et cela fait partie des discussions entre le Premier ministre de l'État d'Israël et le Président de la République. Bien entendu, après que l'on ait discuté des grands dossiers dont on a parlé beaucoup au cours des derniers jours, du dossier iranien, du processus de paix, eh bien, il y a la préoccupation de l'État d'Israël face à la résurgence de l'antisémitisme. Et l'État d'Israël est d'une certaine manière garant de l'ensemble du monde juif. Et il y a une préoccupation en Israël face à cette résurgence de l'antisémitisme en Europe. Il y a des rapports des sondages qui ont été publiés au cours des dernières semaines qui prouvent qu'il y a une résurgence de l'antisémitisme et surtout une inquiétude en particulier de la part des communautés juives et de la communauté de juifs de France en particulier face à cette résurgence de l'antisémitisme. Il y a un nombre grandissant d'actes violents antisémites contre la communauté juive en France. Cela provoque ou directement ou indirectement une augmentation de l'immigration, de la Aliyah, ce que l'on appelle la Aliyah des juifs de France vers Israël, qui devrait augmenter au cours de cette année 2013. Et donc, bien entendu, l'État d'Israël est préoccupé par cette situation. Et je pense que François Hollande, dans ses discussions avec les dirigeants israéliens, a certainement voulu les rassurer, leur prouver que son gouvernement faisait tout pour lutter contre l'antisémitisme. Il faut noter également que en mettant Manuel Valls au ministère de l'Intérieur lors de la formation de son gouvernement, eh bien, François Hollande a d'une certaine manière voulu exprimer cette volonté de manière très ferme. Manuel Valls, depuis, est considéré comme un ami de la communauté juive. Il n'a jamais cessé d'affirmer sa volonté de lutter, même si cela s'est avéré difficile, puisqu'il a lui-même reconnu qu'il y avait en France des cellules terroristes, des cellules islamistes qui propageaient cette forme d'antisémitisme, ce nouvel antisémitisme. Alors, autre préoccupation de la communauté juive française, mis à part l'antisémitisme, il s'agit bien évidemment du dossier de la circoncision et de l'abattage rituel. Est-ce que François Hollande s'est engagé lors de ce voyage à garantir, là encore, les libertés de culte ? Alors écoutez, je peux vous dire qu'il avait l'intention à l'origine de le faire lors de ce voyage. Il avait l'intention d'exprimer le soutien du gouvernement, de son gouvernement à toute liberté de culte, à la liberté de culte en particulier, la liberté de pratiquer la circoncision. Finalement, cela s'est fait avant le départ de François Hollande en Israël, pour qu'il n'y ait pas, dirons-nous, de mélange entre les problèmes propres de la communauté et les problèmes de l'État d'Israël. Et donc François Hollande a écrit au président des consistoires il y a une dizaine de jours en lui affirmant que la France resterait garante de la pratique de la liberté de culte, en particulier de la liberté de pratiquer la circoncision, la Brit Mila, auprès des juifs de l'ensemble de la communauté juive. Alors François Hollande, vous l'avez dit, est sur place. Est-ce qu'il va prononcer quelques mots sur les tombes des victimes de la tuerie de Toulouse? Qu'est-ce qui est prévu lors de cette cérémonie? Eh bien écoutez, c'est une cérémonie, on peut dire, en toute intimité, avec, comme je le disais tout à l'heure, les membres des familles endeuillées, quelques responsables de la communauté. Je crois que ce sont surtout des instants de recueillement, des instants d'émotion au cours desquels, bien entendu, on va repenser à ce qui s'est produit à Toulouse le 19 mars, à ce qui s'est produit ici, et je crois le lendemain, lorsqu'il y a eu les obsèques presque nationales des victimes de la tuerie de Toulouse, en présence de celui qui était à l'époque
l'époque le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé. Donc c'est une preuve de la part du président de montrer l'attachement de la France à sa communauté. D'ailleurs, François Hollande, là, on a dit quelques mots hier lors de son discours à la Knesset. Il a exprimé son affection pour la communauté juive de France. Et donc, quelque part là, je ne pense pas qu'il doit y avoir de discours, ni même d'intervention, mais seulement quelques instants de recueillement et de dialogue entre le président de la République et les familles. Et les familles, précisément, ont-elles touchées par cette présence de François Hollande, le président qui a d'ailleurs rappelé le nom des victimes hier à la Knesset? Oui, effectivement, l'État d'Israël est touché par ce qu'a dit François Hollande hier à la Knesset. Je crois que d'une certaine manière, le discours à la Knesset est considéré comme un bon discours, même si François Hollande est revenu sur certaines déclarations faites déjà à l'époque, en 2008, par Nicolas Sarkozy sur Jérusalem, capitale de deux États. Mais effectivement, la communauté, voilà, et on me dit que la délégation du président est en train de quitter actuellement le cimetière de Givat Shaul, donc à la fin de cette cérémonie de recueillement avec les familles Sandler. Vous voyez peut-être certainement derrière moi la délégation, les limousines de la délégation officielle du président de la République qui quitte donc maintenant le cimetière de Givat Shaul à Jérusalem. C'est un moment fort. Venir à Jérusalem, avant de partir de Jérusalem, c'est la dernière étape du séjour du président de la République à Jérusalem. Il va maintenant à Tel Aviv pour être accueilli par l'ensemble de la communauté francophone. C'est un moment fort, c'est un moment hautement symbolique de terminer ce séjour en allant se recueillir devant les tombes des 4 victimes de la tuerie de Toulouse. Voilà, Daniel Haïk, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin au cimetière de Givat Shaul où le président français s'est rendu donc il y a quelques minutes. Il fait voie maintenant vers Tel Aviv. Et on revient à présent sur cette situation d'antisémitisme en France, évidemment touchée, encore traumatisée par ce qui s'est joué il y a plus d'un an dans cette école de Toulouse. Rebecca Benamou revient pour nous sur le sujet. La visite est symbolique. Au dernier jour de son voyage officiel en Israël et dans les territoires palestiniens, François Hollande se rend ce mardi sur les tombes des 4 victimes de l'attentat perpétré par Mohamed Merah le 19 mars 2012. Une visite qui s'effectue alors que la montée de l'antisémitisme en France fait débat. D'après une étude de l'Agence européenne des droits fondamentaux publiée ce mois-ci, la France est le pays d'Europe où les Juifs sont les plus inquiets de leur avenir. En cause, l'islam radical, la progression du FN, le discours antisioniste de l'extrême gauche ou encore l'appel au boycott des produits israéliens. Alors pour éviter d'être confrontés aux préjugés, 74% des sondés disent renoncer parfois à porter des signes religieux dans la rue. Pire, ils sont 10% à affirmer avoir déjà subi des violences physiques ou des menaces de violence. Mais pour les 3/4 d'entre eux, ce sont avant tout les répercussions du conflit israélo-arabe qui sont responsables de ces tensions. Le sentiment d'insécurité des Juifs de France est-il donc bien réel? C'est en tout cas ce qu'atteste cette même étude, chiffre à l'appui. Entre 2011 et 2012, le nombre d'actes antisémites enregistrés dans l'Hexagone a presque doublé. Et ce mois-ci, pour la première fois en France, la lutte contre l'antisémitisme se poursuit jusque dans le secteur de l'édition. Polémiste ayant déjà publiquement nié l'extermination des Juifs d'Europe, l'éditeur Alain Soral devra cesser de commercialiser un ouvrage jugé antisémite par un tribunal. 4 autres publications plus anciennes, dont une de Léon Blois, devront être aussi partiellement expurgées. Une décision complètement inédite dans l'histoire de la pénalisation de l'antisémitisme en France, qui prouve une fois de plus que le débat est loin d'être terminé. Voilà un débat qui continue de faire rage en France. On va en parler avec vous, Dror Even Sapir, analyste politique. On se souvient d'un autre socialiste au pouvoir, il était Premier ministre, Lionel Jospin, qui devait s'attaquer à l'antisémitisme dans les années 2000. On lui a reproché son attitude, notamment dans la communauté juive. François Hollande en a tiré les leçons. Oui, alors Lionel Jospin, comme François Hollande, était un ami sincère d'Israël, mais c'est vrai, Barbara, vous avez raison, au début des années 2000, la France a connu une vague sans précédent d'actes antisémites, et on avait
reproché, pas uniquement dans la communauté juive, d'ailleurs on avait reproché au gouvernement de l'époque de ne pas complètement prendre toute la mesure de la gravité des événements, du fait, justement, je crois que Elie Bernaville a dit à 24 News il y a quelques jours, du fait du caractère très délicat des relations entre les différentes communautés en France, et du fait aussi que le gouvernement ne voulait peut-être pas montrer du doigt la communauté des enfants d'immigrés originaires du Maghreb, dont effectivement plusieurs membres s'étaient rendus responsables de ces actes antisémites. Donc le gouvernement n'avait pas réagi avec suffisamment à l'époque de fermeté. La communauté juive lui en avait voulu, bien évidemment, et puis des gens comme François Hollande, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, donc des membres du Parti socialiste ont tout à fait, à mon sens, retenu la leçon, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Daniel Haïk, l'attitude des autorités françaises aujourd'hui face à cette question d'antisémitisme et aussi du racisme, on l'a vu avec les insultes dont a été l'objet la ministre de la Justice, Christiane Taubira, le gouvernement fait effectivement ce qu'il faut faire. Maintenant, par rapport à cette question d'antisémitisme et de l'augmentation assez nette du nombre de juifs de France qui quittent le pays, pour Israël ou pour ailleurs d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose, même si on ne le dit pas officiellement, qui inquiète les autorités françaises. Parce que si ce phénomène prend de l'ampleur, alors on peut imaginer que pour le gouvernement français, ce sera une mauvaise nouvelle, que le gouvernement français, la France a déjà une mauvaise réputation, notamment aux États-Unis, dans le domaine de l'antisémitisme. Donc on peut imaginer que le gouvernement français fait tout pour éviter que ce phénomène du départ des Juifs de France ne prenne une ampleur trop grande. Alors voilà pour ce dossier de l'antisémitisme. On revient sur la visite de François Hollande avec peut-être le seul couac diplomatique à noter, c'est ce fameux dîner organisé au premier jour de la visite et plusieurs ministres israéliens qui tout simplement n'ont pas répondu à l'invitation. C'était dimanche soir, Barbara, un dîner était prévu, un dîner de travail entre la délégation des ministres français qui accompagnent François Hollande, avec des ministres de tout premier plan, notamment Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, et son homologue israélien, Yair Lapid, devait participer à ce dîner de travail. D'autres ministres israéliens, je crois 5 ou 6 ministres israéliens, devaient participer à ce dîner de travail. Un seul est venu, le ministre des Transports Israël Katz. D'ailleurs, des contrats importants dans le domaine des transports ont été signés à l'occasion de la visite de François Hollande. Donc c'est peut-être pas un hasard si le ministre des Transports était le seul ministre. Les autres, pourquoi ce manque de politesse, de correction minimale? Alors j'ai ma petite idée là-dessus, mais Barbara, juste pour finir sur le déroulement des faits. Donc un seul ministre. Yair Lapid a dépêché son vice-ministre, Miki Levy, vice-ministre, alors qu'en face on avait des ministres à part entière. Et puis, constatant l'embarras du côté israélien, le secrétaire général de la présidence du Conseil en Israël, Avichai Menemblit, a dépêché d'urgence Yuval Steinitz, le ministre des Relations internationales et de la stratégie, des affaires stratégiques, qui pensait pouvoir rentrer chez lui avec une longue et harassante journée de travail. On lui a dit non, il faut absolument que vous vous rendiez à ce dîner de travail pour éviter que l'embarras ne soit total face à la délégation ministérielle française. Voilà un embarras qui peut se comprendre. Alors pourquoi ne sont-ils pas venus, ces ministres? Alors pourquoi? Il y a plusieurs explications, mais je pense que l'explication la plus correcte, c'est un manque de correction évident, et d'ailleurs les responsables israéliens, Yuval Steinitz lui-même l'a reconnu que c'était une situation des plus embarrassantes. Je pense que l'explication la plus qui vient immédiatement à l'esprit, c'est que Israël est encore, et son élite, les élites israéliennes ont encore le regard tourné principalement vers les États-Unis, plus que vers la France ou vers l'Europe, le vieux continent. On a dit à quel point la société israélienne s'était américanisée au cours de ces maintenant 10 dernières années, peut-être même davantage, notamment sur le plan économique. Israël aussi porte un regard très intéressé sur les pays émergents, notamment sur la Chine. Et peut-être que l'Europe, dans ce contexte, est un petit peu oubliée, alors qu'il y a véritablement des parts de marché à conquérir et puis des relations économiques qui doivent s'améliorer de la vie générale, tant de la vie française que de la vie israélienne. Les relations commerciales entre la France et Israël ne sont pas aussi fructueuses qu'elles pourraient l'être, notamment dans le domaine des communications. Voilà pour cet incident diplomatique. Merci beaucoup, Dror. À suivre, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, était à Auschwitz hier. Nous reviendrons sur ces images après un nouveau journal.
Et l'actualité de ce mardi, elle se joue également, comme tous les jours, sur Internet. C'est la revue du web, tant attendue. Vous aimez mes petits compliments, Rudy? Avec quel honneur. C'est vrai. Ça vous fait plaisir. Avec autant d'enthousiasme. Moi, je vous attends de pied ferme tous les matins. Écoutez, allez, on commence. tous les matins avec plaisir. On commence à se partager cette revue du web avec des tweetos qui continuent de commenter la visite de François Hollande en Israël. Oui, et c'était un vrai exercice d'équilibriste hier pour le président français, avec une journée commencée à Ramallah, au palais présidentiel, où il a pu s'entretenir avec Mahmoud Abbas. Alors, après son idylle affichée avec le gouvernement israélien la veille, les tweetos palestiniens et pro-palestiniens ne l'attendaient pas avec un grand espoir, voire même pire, à l'image de ce tweet d'Ali Abounima, qui est un web militant palestinien qui notamment a créé l'électronique Intifada. Eh bien, il a un jugement très tranché, non pas sur François Hollande, mais sur Mahmoud Abbas. Il le qualifie dans ce tweet de pétain palestinien et l'accuse donc de collaborer avec l'ennemi. Le tweetos Mehdi, lui, souligne le fait qu'Hollande soit resté que 2 heures à Ramallah sur 2 jours de voyage. Pour lui, l'occupant reçoit son amitié, l'occupé, lui, est traité avec mépris. Alors il faut tout de même signaler peut-être pour les militants palestiniens que François Hollande a rappelé ce qu'il a appelé la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens. Oui, lors de la journée, beaucoup ont regretté que les déclarations soient faites à Ramallah et non pas devant les Israéliens, à l'image de Louis de Corbière qui tweet ceci: François Hollande demande l'arrêt total et définitif de la colonisation par Israël. À Tel Aviv, non, à Ramallah, courageux. Critiques qui vont être écartées finalement quelques heures plus tard, comme le souligne ISAF. Il cite cette phrase du président français devant la Knesset, tout simplement quelques heures plus tard, la colonisation doit cesser. Alors globalement, côté israélien, le discours d'amitié a été très apprécié et aussi par les Juifs de France. Beaucoup de tweets reprenant quelques extraits, notamment sur les startups. Mais le fait marquant de ce discours, c'est le soutien, répète que Nicolas Sarkozy avait lui-même déclaré à la Knesset il y a quelques temps, l'idée donc du partage de Jérusalem comme capitale. Pour Leïla, une capitale pour 2 États, c'est une très mauvaise idée, ça ne marchera jamais. Et sinon, sur les comptes officiels, l'idylle continue, notamment sur le compte du président Pérez. On a pu suivre quasiment en direct le dîner qui a été donné hier soir à sa résidence. Voilà, le compte du président Pérez toujours très actif. On fire. On fire. On part maintenant en France, Rudy, où le tireur fou est toujours en cavale. Et c'est à ce moment-là que la RATP a choisi un mauvais moment pour organiser Ils ne l'ont pas choisi. Un concert. C'est un pur hasard et dans le fond, la direction de la RATP n'y peut rien. Hier, donc à 14h, la RATP tweet ceci sur les comptes Twitter, parce que les lignes de métro ont des comptes Twitter en France. Ligne 1 et 8, la RATP vous donne un rendez-vous mystérieux dans 10 minutes, station Bastille, sauf qu'au même moment, le tireur est annoncé en cavale dans Paris et des rumeurs parlent de lui dans le métro, selon le témoignage d'un conducteur. Les internautes font le lien et signalent eux-mêmes la dangerosité de donner ce rendez-vous à ce moment, alors que le danger est réel. La RATP a rapidement supprimé ces tweets. L'événement en question, de quoi s'agit-il et est-ce qu'il a été annulé? Non, il a eu lieu. Eh bien, cet événement en question, c'était un concert surprise du chanteur Mathieu Chédid, qui lui a tweeté le rendez-vous, comme si de rien, comme vous pouvez le voir donc sur ce tweet. Il tweete le concert, il s'est tenu malgré tout pour le plus grand bonheur des fans de Mathieu Chédid et dans de très bonnes conditions. Voilà, donc, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Pas de danger. Absolument. Et on reste en France pour terminer cette revue du web. Le pays un peu angoissé à l'idée de rencontrer l'Ukraine ce soir. Ça se passe évidemment en football. Et il s'agit peut-être une qualification pour la Coupe du Monde. Oui, alors on a l'habitude de dire en France qu'il y a 70 millions de sélectionneurs. Et bien désormais, avec Internet, c'est vraiment possible. Le tout grâce à un site qui fait un petit buzz, vu les circonstances du moment. C'est le 11 du peuple. Le principe est ultra simple. Les internautes sont invités à aider Didier Deschamps à construire son équipe de départ pour le match de ce soir. Les joueurs, ils ont une cote. Vous les positionnez sur le terrain et il n'y a plus qu'à cliquer pour symboliquement envoyer sa composition au sélectionneur, au twittos et à vos amis Facebook. Alors ça donnerait quoi si le peuple décidait? Alors on se dirige, le peuple a voté, on se dirige vers une attaque Giroud, Ribéry, Valbuena, exit donc Nasri et Benzema qui ont une très petite cote. Sachez juste que Barbara, histoire de vous donner le sourire ce matin, la Belgique est qualifiée pour la Coupe du Monde et ira au Brésil, elle. Ça c'est une excellente nouvelle. Je sais. Voilà, beaucoup d'espoir pour cette équipe belge en Coupe du Monde. Merci beaucoup. Un peu moins pour les Français. Peut-être. À suivre ce soir, en tout cas, le match absolument. contre l'Ukraine. Merci beaucoup, Rudy. Je vous attends de pied ferme demain. À demain.
Autre sujet dans l'actualité de ce mardi, c'est Ban Ki-moon qui est en Pologne. Betsabé Salem, bonjour. Bonjour Barbara. Alors l'objet de ce déplacement, c'est la conférence sur le climat qui se tient à Varsovie. Mais hier, au premier jour de sa visite, Ban Ki-moon s'est rendu dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Tout à fait, il a souhaité rendre hommage aux victimes de la Shoah. Il s'est donc rendu sur le site de l'ancien camp de la mort, donc d'Auschwitz-Birkenau, qui se trouve au sud de la Pologne. Je vous propose le récit de sa visite en images. À l'entrée du camp, le portail avec l'inscription Arbeit macht frei, le travail rend libre. Parmi la délégation qui accompagne le secrétaire général des Nations Unies, Marian Turski, 87 ans, ancien détenu polonais. Le secrétaire général de l'ONU dépose une couronne de fleurs blanches au pied d'un mur où les nazis fusillaient les prisonniers. Il visite le musée d'Auschwitz avec les amas d'objets personnels des victimes, les restes des chambres à gaz et des fours crématoires. Plus tard, Ban Ki-moon est rejoint par l'ancien grand rabbin ashkénaze d'Israël, Meir Lao, rescapé d'un camp de concentration, qui le remercie d'être venu sur ce lieu symbole de la Shoah. Nécessité symbolique due à son statut ou besoin sincère de se recueillir, Ban Ki-moon s'approche d'une barrière embarbelée et prend un moment pour méditer un instant en solitaire. Puis il se rend sur le site du camp de Birkenau, lieu principal d'extermination des Juifs, distant de 3 km de celui d'Auschwitz. Les braises n'ont toujours pas été éteintes. Même à ce jour, l'antisémitisme maintient son emprise dans trop d'endroits, en Europe et ailleurs. Les migrants, les musulmans, les femmes et d'autres minorités encore sont victimes d'une discrimination grandissante et n'ont que très peu de défenseurs. Le monde ne doit jamais oublier, minimiser ou nier la Shoah. Nous devons nous tenir en alerte à jamais. On doit faire davantage, beaucoup plus, pour promouvoir l'égalité et les libertés fondamentales. Le secrétaire général des Nations Unies déclare à la fin de sa visite que même en se rendant à Yad Vashem, rien ne peut préparer l'homme aux sentiments qu'il éprouve en ce lieu. Il écrira sur le livre d'or du musée du camp: je rends mon plus profond hommage aux victimes et aux survivants de la Shoah, cette horreur la plus terrible de l'humanité. Voilà donc pour cet hommage de Ban Ki-moon aux victimes de la Shoah à Auschwitz. Alors on a vu dans le reportage cette accolade chaleureuse entre l'ancien grand rabbin d'Israël Meir Lo et Ban Ki-moon. Meir Lo qui est lui-même un rescapé des camps. Oui, tout à fait. Et donc Israël Meir Lo a été surtout l'un des plus jeunes, si ce n'est le plus jeune rescapé du camp polonais de Buchenwald. Buchenwald, je vous rappelle que c'est 250 000 détenus, c'est 56 000 morts. Et alors il avait 8 ans quand le camp a été libéré par les Américains, c'était en 1945. Et en fait, il a survécu d'une part grâce à son grand frère qui l'a protégé, mais surtout grâce à un détenu russe, un soldat russe qu'il avait pris sous sa protection et il lui donnait de la nourriture en cachette, il lui donnait des pommes de terre. Et alors figurez-vous qu'il y a 2 ou 3 ans, ce rabbin a retrouvé cette famille russe, donc des retrouvailles touchantes, vous vous en doutez. Et puis notez que le rabbin est la 38e génération d'une chaîne familiale ininterrompue de rabbins, une vocation familiale sans doute, d'autant plus que cet été, David Laou, son fils, a été élu grand rabbin d'Israël lui-même. Voilà, un rescapé des camps devenu grand rabbin d'Israël, c'est ça aussi l'histoire d'Israël. Merci d'être venu nous le raconter, Betsabé. Merci à vous, on Barbara. se retrouve demain. Nous sommes le mardi 19 novembre. Voici les grands titres de l'actualité. 30 minutes d'un discours chaleureux, ponctué d'applaudissements devant un parlement israélien plein à craquer. Le président français était hier à la tribune de la Knesset. François Hollande a répété que la France ne permettra pas à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire sur le dossier israélo-palestinien. Il a redit la position française, une solution à 2 États avec Jérusalem comme double capitale. Et de son côté, le Premier ministre israélien a lancé depuis la tribune de la Knesset un appel au président palestinien. Brisons la glace et venez ici à la Knesset, à Jérusalem. Je viendrai à Ramallah, donc déclaré Binyamin Netanyahou, qui a également demandé à Mahmoud Abbas de reconnaître le lien historique entre le peuple juif et la terre d'Israël. Seul moyen, selon lui, d'obtenir un accord de paix. Et puis à la veille de la reprise des négociations sur le nucléaire iranien à Genève, la tension monte parmi les principaux pays concernés. John Kerry a annoncé qu'il reportait sa visite prévue en Israël vendredi, tout en rappelant qu'il comprenait les inquiétudes d'Israël, mais que Binyamin Netanyahou se trompait.
sur la question. Et puis le chiffre à retenir ce matin, 35 milliards de tonnes. C'est un triste record et il s'agit des émissions de CO2. Une nouvelle hausse dangereuse due à la consommation de charbon. Ces chiffres publiés aujourd'hui ne prennent pas en compte la déforestation. En l'incluant, eh bien, ces émissions s'élèveraient à 39 milliards de tonnes de CO2 sur la planète. Enfin, l'image de ce mardi, c'est l'incroyable chasse à l'homme à Paris qui se poursuit. Un appel à témoins a été lancé et une photo du suspect prise par une caméra de surveillance a été diffusée. L'homme, je vous le rappelle, qui a tiré lundi dans les locaux de Libération, blessant un homme grièvement et au pied du siège de la Société Générale à la Défense, est toujours traqué par la police. Le pronostic vital de la victime, lui, est encore engagé. On termine cette édition avec un peu de culture avec vous, Virginie Khalifa. Merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Alors, vous nous parlez d'un événement dont vous m'avez tout caché. Hein. Vous ne voulez rien me dire. Alors maintenant, c'est l'heure. Alors, c'est l'événement du moment. Il s'agit du festival israélien de danse Curtain Up, Barbara. Alors, pour tous ceux qui sont à Tel Aviv, en ce moment même, c'est le festival à ne pas manquer. Il vous reste 5 jours pour vous y rendre puisqu'il s'achèvera le 24 novembre prochain. Alors, ce festival est dirigé par les célèbres chorégraphes israéliens Ronit Ziv et Yoram Karmi. Il met à l'honneur la danse contemporaine avec des spectacles qui se déroulent chaque jour dans les locaux du fameux centre Suzanne Dalal à Neve Tzedek, le quartier artistique de la ville. Alors, je vous propose tout de suite de voir un extrait de ce que ça donne et on en parle tout de suite après Barbara. Alors, ce festival de danse tient donc en ce moment. Quelle est sa spécificité? Pourquoi vous avez choisi de nous en parler ce matin? Eh bien, qui dit danse contemporaine dit volonté de se démarquer des générations antérieures, mais aussi de questionner les limites du spectacle vivant et de jouer avec le rythme pour guider les mouvements du corps. Alors, parfois, dans la danse contemporaine, on a des mouvements souples et puis parfois, eh bien, c'est très, très saccadé. Chaque année, les chorégraphes qui participent à ce festival, eh bien, ont carte blanche. Ils produisent eux-mêmes leur spectacle. Ils décident de la mise en scène, des lumières et des costumes. Alors ici, pas de ballet classique, hein. On cherche à exposer de nouvelles techniques de danse. Les chorégraphies sont originales et pour se faire remarquer, eh bien, on mise gros sur les tenues des danseurs qui sont souvent sobres mais qui intriguent, Barbara. Ouais, c'est l'occasion aussi pour des artistes israéliens de se faire remarquer. Effectivement, alors c'est justement le festival de danse israélien où on se fait le plus remarquer et ce n'est pas par hasard, et ce n'est pas, donc pas par hasard que le festival fête cette année ses 24 ans. Alors beaucoup de danseurs ont connu le succès lors de cet événement qui est devenu eh bien, une institution dans le pays. Des artistes qui ont fait le tour du monde aujourd'hui et qui se sont créés un véritable nom dans l'univers de la danse. Un nom. C'est un nom, effectivement. On termine avec un autre spectacle. Effectivement, c'était prévu. Alors voici la promotion d'un spectacle qui a marqué les esprits il y a 2 ans et qui inonde la toile aujourd'hui. La chorégraphe, c'est Rachel Erdos. Les danseuses, eh bien, ce sont Shiran Sharabi et Talia Bick qui se sont créés aujourd'hui un nom et pas un an. On regarde. Wise. Funny. Gasped in the night, the one last word of a dying man. But one
Alors, ces danseuses-là, israéliennes, elles se sont fait connaître, elles aussi, dans ce festival dont vous nous parliez. Il y a 2 ans exactement, et aujourd'hui, eh bien, elles ont fait le tour du monde et elles se font connaître dans le monde entier tous les jours. Ça vous plaît? C'est votre style de danse? Alors moi, j'ai fait beaucoup de danse classique et de danse moderne, et en fait, le contemporain, c'est un mix des deux. Donc effectivement, c'est assez intéressant. Et ce qui est drôle, c'est que on est souvent, en regardant la danse contemporaine, on se demande souvent à quoi on va s'attendre. Enfin, on ne sait pas à quoi on va s'attendre. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est assez bizarre, mais il y a toujours un message très profond. Et je pense que c'est ce qui est vraiment intéressant dans ce genre de festival qui présente de la danse contemporaine. On joue aussi sur les images, sur le numérique, toutes les nouvelles méthodes. Exactement. Je vous le disais tout à l'heure dans la chronique, c'est qu'effectivement, on cherche à innover. On essaye toujours de se démarquer des générations antérieures. Et donc, eh bien, on innove comme on peut avec de nouvelles techniques. Ça se passe en ce moment à Suzanne Dalal. Au centre Suzanne Dalal jusqu'au 24 novembre. Merci beaucoup Virginie Khalifa. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien.